digitale. Donc, mon métier, c'est accélérateur de vos projets pour une transformation collective durable. J'accompagne entre autres la transformation digitale et l'innovation managériale. Et donc, avec nos invités, on va essayer, enfin, en tout cas, on va vous proposer donc déjà de réfléchir à c'est quoi la transformation digitale, de vous apporter donc des témoignages concrets et des expériences mises en œuvre, donc notamment avec Brice Bérengère et Marco, de manière à ce qu'on puisse effectivement détacher des impacts et aussi donc des actions pratiques avec lesquelles vous allez pouvoir repartir. Alors, avant de faire cet échange, et en tout cas, j'invite Brice Bérengère et Marco à interagir avec moi. Je voulais tout simplement faire une très courte présentation pour expliquer ou donner quelques définitions. Alors, déjà, dans le langage en fait numérique, ça veut dire quoi? C'est la numérisation du physique vers le virtuel. Donc souvent on parle de dématérialisation, des factures, des congés, des notes de frais, du bulletin de paye, et puis aussi dans notre quotidien, bien sûr. Le digital, c'est la personnalisation de l'information du virtuel vers le physique. C'est-à-dire que avec 200 grammes dans notre poche, on peut effectivement jouer avec cette information dont on a accès au quotidien, tout le temps, partout, immédiatement. Et donc, par exemple, si on court, eh bien effectivement, on va avoir une application sur la performance, etc. On va pouvoir réappliquer ça dans le concret. Donc, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Numérique, digital, on a une boucle effectivement d'accessibilité à la transformation, enfin à l'information en temps réel, partout, sur tout support et de manière personnalisée. Et donc, là où j'aimerais qu'on puisse insister, c'est que avant d'être un outil, qui est bien sûr nécessaire, c'est vraiment un changement de culture. Pourquoi? Parce que notre information, elle est accessible évidemment via Internet qui nous pousse des éléments de plus en plus personnalisés, où on peut effectivement interagir avec des communautés, où on a beaucoup d'informations, et puis cette notion de digital qui répond à nos besoins, dans lequel on peut vraiment tout faire. Donc dans cet espace, en fait, on s'adapte, on vient prendre les éléments qui nous concernent. Et ce qui me paraissait intéressant de pointer déjà, c'est que dans nos comportements à tout à chacun, nous, qui utilisons le digital, alors avec modération ou avec plus ou moins d'ampleur, eh bien, on a changé nos comportements et il y en a notamment 6 que j'ai relevés. La première, c'est la question de l'immédiateté. On n'est absolument plus capable d'attendre. On a besoin de l'information tout maintenant, tout de suite. Hein, donc, même sur Internet, quand on fait une recherche, si ça rame un peu, on va chercher un autre document et puis on veut les données qui sont accessibles. On ne veut plus saisir nos informations dans un formulaire. On veut que l'information soit récapitulée. Donc, c'est l'immédiat. On a aussi besoin, bien sûr, de cette information partout. Hein, donc de pouvoir se déplacer, donc de se téléporter, même si c'est pas loin, en tout cas elle est accessible maintenant. On a besoin de se simplifier la vie et donc dans un processus, eh bien, que ce soit simple, fluide, que vraiment ça nous facilite la vie. On a besoin d'être acteurs. Si vous regardez un peu, on est tous contributeurs en fait, hein, donc pas via les commentaires, via les réseaux sociaux, y compris dans l'entreprise. On a besoin en fait de plus en plus d'apporter des éléments, de faire de la co-conception. Et donc, du coup, d'être dans la collaboration et en même temps d'être acteur en fait de son propre développement. Bien sûr, l'information est partout. Alors, on est dans une société de la connaissance, donc il y a une espèce d'infobésité, bien sûr, qui est là, hein, qui est prégnante, dans laquelle on a aussi, nous, un rôle en tant qu'entreprise et RH, voilà, d'aller clarifier cette information. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on en a besoin. Hein, on est tout le temps connecté à ces mails, à l'information. Donc, il y a vraiment voilà, ce paradoxe autour de l'information. Le digital a aussi amené cette notion de sens
et donc de clarification. Dans cette toile Internet où on se perd complètement, eh bien, on a besoin de retrouver du sens. Et comme tout est interconnecté, eh bien, il y a vraiment cette dimension qui est prégnante. Et donc, par exemple, si on va travailler sur une annonce de recrutement ou si on va travailler en fait donc sur une formation mise à disposition, on va travailler la notion de marketing, enfin vraiment la notion qui donne l'utilité, l'explication, le pourquoi et ça, c'est de plus en plus nécessaire. Et puis alors, le côté vraiment très important, c'est la personnalisation. Si on regarde les cartes routières, si on regarde la dématérialisation de nos photos, eh bien, nous avons la personnalisation. On a la main concrètement sur cette information. Et ça change tout. Ça veut dire qu'au quotidien, on a besoin, en fait, des choses qui nous concernent et qui sont de plus en plus fines, en fait. Et donc, du coup, je boucle, je n'arrive plus à passer la page. Alors, voilà. Non, voilà. Et donc, du coup, si je résume, la culture digitale, elle vient nous apporter un besoin d'immédiateté, de simplifier, d'être acteur, de collaborer, d'information, de sens et de personnalisation. Donc ça, c'est déjà pour nous au quotidien. Et donc, évidemment, nous aussi, nous sommes collaborateurs, nous aussi, nous sommes clients, nous aussi, nous sommes potentiellement candidats, nous aussi, nous sommes potentiellement stagiaires dans un dispositif de formation. Et donc, ces comportements se retranscrivent en fait d'une manière vraiment quotidienne et factuelle dans nos actions. Et donc, par exemple, en tout cas, à l'ère du digital, on a donc besoin de l'information quand, où, comme je veux. On a besoin de cette expérience qui est simplifiée, fluide et en même temps attractive. Donc, dans les parcours de formation, par exemple, dans le dispositif de recrutement, on va retrouver ces mêmes éléments. Dans l'expérience client, bien sûr. On va être acteur de son propre développement et donc peut-être interagir sur des choses à la carte. Enfin, en tout cas, on va aller chercher ce qui nous concerne. On va vouloir communauter dans des communautés. On parle de communautés de pairs, de communautés d'apprenants. On sera en veille continue de l'information. On va aller chercher un cadre, un pourquoi faire, un sens de manière systématiquement. Et puis, on va aller chercher ce côté personnalisation qui relève aussi donc, de la reconnaissance. Et donc ça me paraissait effectivement très, très important de pointer ces aspects-là parce que la transformation digitale, pour le coup, eh bien, elle doit nécessairement englober l'ensemble de ces éléments puisque c'est le besoin de tous, et que du coup, on sera bien sûr au-delà d'un outil. On est vraiment dans la transformation donc qui va impacter toute l'entreprise. Alors, je vais passer sur celle-ci. Voilà. Donc déjà, la première chose en fait avec lesquelles mes clients travaillent, c'est la définition de la transformation digitale. Donc, parce que le mot fait peur et en même temps, il est réel. Il va impacter l'entreprise, les métiers, les tâches et les individus. Mais il y a peut-être une définition, en tout cas, à travailler de manière collective. Et puis, une clarification sur ce mot transformation, parce qu'en fait, on ne part pas de rien. Dans le digital, on y est aussi déjà dans notre quotidien à plus ou moins forte ambition. Et donc, le rôle RH, sur lequel on va là éclairer avec les réponses et les témoignages de Brice, de Bérengère et de Margot, c'est vraiment la notion d'acculturation. Et de sensibilisation déjà. Parfois, mes clients font par exemple un diagnostic de maturité. On peut démarrer aussi par une formation ou une learning expédition qui vient un peu dédramatiser ce côté transformation digitale. En tout cas, il y a effectivement une appropriation. Il y a le développement en termes de digital. On va en reparler sur la digitalisation RH, la digitalisation des métiers, l'accompagnement des postures.
sûr. Il y a l'accompagnement à cette transformation. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça impacte? Et puis, bien sûr, il y a le côté, on va activer de nouvelles méthodes de travail, peut-être de la collaboration à travers tout ça, parce qu'il y a aussi ces dimensions-là qui vont changer. Et donc, enfin, je termine avec, voilà. Oups. Et donc, enfin, je termine avec cette notion d'impact. Donc, eh bien, la transformation digitale, évidemment, elle se fait avec un impact entreprise. Et là, on va pouvoir retrouver la fonction RH en tant que leader dans un mode de gouvernance. C'est plutôt bien, enfin, en tout cas ça c'est ma conviction, parce que justement le métier RH a un rôle très transverse sur l'ensemble des collaborateurs. On va avoir un rôle où on va être acteur pour accompagner la digitalisation des métiers en proximité, donc en tant qu'RH. Donc on va regarder quelles sont les actions. Et puis bien sûr, cette fonction RH est le premier ambassadeur et donc va aussi potentiellement pouvoir digitaliser ses services. Donc, du coup, c'est là-dessus que l'on va effectivement réfléchir ensemble. Et alors, donc, du coup, je vous disais tout à l'heure, c'est quoi le petit truc là qui vient faire un démarrage? Eh bien, ça peut être déjà un alignement au sein du comité de direction avec une feuille de route à clarifier. C'est quoi pour nous la transformation digitale? Qu'est-ce que ça vient embarquer? Pourquoi on le fait surtout? Et sur quoi on va insister de manière à ce que, évidemment, on puisse engager les directeurs métiers et bien sûr travailler à la feuille de route pour mettre en mouvement les collaborateurs dans cette démarche. On va y donner du sens de manière à créer l'engagement. Et donc, il y a une clarification effectivement qui peut être faite à travers des forums ou de la formation ou des actions comme on fait aujourd'hui sur un webinar. Et puis, on va travailler aussi, bien sûr, au sein du comité de direction, mais comment on va infuser ça dans le quotidien et dans le réel pour le rendre tangible, notamment avec les managers. Alors, du coup, j'aimerais vous faire réagir sur ces éléments. Peut-être Brice, est-ce que tu peux nous partager voilà, c'était quoi l'impulsion de la transformation digitale chez Canal+, et puis du coup, comment les RH elles vont accompagner cette transformation? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Bénédicte d'avoir pris le temps de clarifier un petit peu cette notion parce que le digital, ce néologisme qu'on a vu naître depuis plusieurs années est un peu partout et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc c'était intéressant que tu prennes le temps de reclarifier un peu cette notion. Ensuite, je voudrais dire que tout à l'heure, Sébastien, en ouverture, a parlé d'une accélération digitale qui était très liée à la crise sanitaire. Cette accélération, elle est pour moi conjoncturelle. Moi, j'avais plutôt envie de vous parler d'une accélération, d'une transformation digitale plus structurelle. Parce que le groupe Canal+ est en transformation profonde de son business model. On est dans une espèce de course mondiale à la taille critique avec l'émergence de géants, ça ne vous a pas échappé. Vous avez vu arriver les Netflix, les Prime Video, les Disney+, les Apple+, etc. Si vous avez regardé un peu les infos cette semaine, vous avez vu que le rapprochement de TF1 et d'M6, c'est encore un enjeu de taille critique et d'être un acteur des médias plus importants, plus gros. Et donc, le groupe Canal, c'était à l'origine, celui que vous avez connu, si comme moi vous avez plus de 40 ans dans les années 90, les années 2000, un éditeur de chaînes thématiques en France. C'est désormais une plateforme de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devenu un agrégateur qui crée, qui achète, qui produit à la fois du sport, du cinéma, des séries, et qui va les rendre accessibles partout et tout le temps pour répondre à l'évolution des usages et des attentes des consommateurs dans 40 pays. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Bénédicte, le tout le temps, tout de suite. Et bien aujourd'hui, nos abonnés, s'ils veulent regarder La Flamme dans leur lit le soir avec leur tablette, ils doivent pouvoir le faire. S'ils veulent le regarder dans le métro sur leur smartphone, ils doivent pouvoir le faire, et ainsi de suite. Donc finalement,
ce qu'on appelle, nous, cette transformation digitale, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle passer du broadcast, c'est-à-dire faire de la télé, au digital. Hein. Et cette digitalisation de notre entreprise, c'est avant tout passer de ce métier de télé à ce modèle, parce que c'est un modèle, c'est un business model, c'est systémique, hein, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure aussi, Bénédicte. Ouais. Ça va toucher tous les métiers, à ce modèle de plateforme mondiale. Et en fait, ça va toucher du coup toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ça va toucher la souscription des abonnements. Historiquement, on allait chez Darty, on achetait un décodeur et on devenait abonné Canal+. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens souscrivent depuis leur box Internet. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser le processus de souscription. Ça impacte tous les métiers du commerce, du marketing. Ça passe par la constitution des offres. On a des chaînes, évidemment, vous savez, on a des chaînes gratuites, on a des chaînes payantes. On a Studio Canal qui fait de la production, mais on a aussi aujourd'hui des corners, des chaînes qui sont 100% digitales, qui ne sont pas des chaînes comme on l'entend, comme on faisait de la télé avant, qui sont des espaces dans lesquels on met du contenu et qui sont donc des offres 100% digitales. Et évidemment, ça va jusqu'à la consommation de contenu. Donc ça, c'est pour vous donner un chapeau, un peu d'éléments de contexte, que vous compreniez quand on parle de transformation digitale, à quel point c'est systémique et ça a une ampleur forte dans le groupe Canal. Ensuite, vous évoquiez le sujet des métiers et le rôle des RH. Alors là, il y a plusieurs phénomènes que je voudrais évoquer. Évidemment, le monde audiovisuel aujourd'hui, il est impacté par des nouvelles technologies qui vont toucher aussi bien l'image, le son. Donc, il faut accompagner ces métiers qui évoluent. Mais ce n'est pas les seuls métiers qui sont impactés par ces changements. On a l'émergence depuis plusieurs années, comme dans toutes les grosses entreprises, de nouvelles compétences autour de la tech et de la data. Et plus généralement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accompagner la transformation de l'ensemble des métiers. Et pour ça, chez Canal+, les équipes RH ont mis en place une démarche de GPEC. Vous savez, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça fait partie de la GEPP, désolé pour les acronymes, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ça vise à garantir l'employabilité des collaborateurs et c'est une démarche prospective. C'est-à-dire que, concrètement, c'est une démarche analytique. Quand on a démarré, on a constaté qu'on avait plus de 300 métiers dans le groupe Canal+. Donc, ça fait quand même beaucoup, hein, 300 métiers. On a analysé ces métiers par le prisme de la compétence, ce qui a déjà permis de rationaliser, entre guillemets, c'est-à-dire que si on regarde les différents métiers et qu'on les rapproche en termes de compétences, on n'est plus à 300, on se rend compte qu'il y a des métiers où des gens font les mêmes choses, en fait, ils utilisent les mêmes compétences. Donc là, on a rationalisé, on est tombé à 200, 250 métiers à peu près. Donc ça, il n'y a pas d'impact sur les contrats de travail. Hein. Je vous parle de la démarche analytique, hein, mais évidemment, on ne change pas les contrats de travail. Et ensuite, on a pris en considération notre stratégie d'entreprise, les évolutions technologiques, la digitalisation accélérée, etc. Et on a classé ces métiers un peu comme on le fait, vous savez, sur un cycle de vie des produits. Et donc, dans notre portefeuille de métiers, aujourd'hui, on a des métiers qui sont dits en émergence. C'est des métiers sur lesquels les compétences sont pénuriques, sur lesquels il faut qu'on se renforce. Et donc, on va retrouver typiquement là-dedans les métiers de la tech, les métiers de la data. Et en fait, pour chaque catégorie, vous voyez, de métiers, on va apporter des réponses RH qui seront différentes. Pour ces métiers, ces compétences qui nous font défaut, on va être beaucoup sur, évidemment, l'acquisition et donc le recrutement. Donc, on a internalisé une partie des prestataires qui travaillaient chez nous parce qu'on voulait internaliser les compétences. Et puis, évidemment, on a un plan de recrutement très important parce que ça ne suffit pas. Donc, on va chercher à l'extérieur ces compétences. On a une autre catégorie de métiers qui sont les métiers dits à l'équilibre. C'est le cœur, finalement, de nos métiers, fort heureusement. Ces métiers-là, en fait, on constate qu'il n'y a pas de péril, il n'y a pas de difficulté par rapport aux compétences. Hein, il faut maintenir les compétences à niveau, mais il n'y a pas d'enjeu de transformation forte. On a, par exemple, les métiers, si je prends l'exemple du juridique, le juridique, ça change tout le temps, donc il faut mettre à jour les compétences régulièrement, mais ce sont des métiers qui sont dans une forme d'équilibre sur le niveau de maîtrise des compétences. Okay. Ensuite, on a des métiers justement qui sont en transformation et qui peuvent être impactés par la digitalisation. Je vais vous donner un exemple concret, le journalisme. Okay. Depuis 2016, on constate qu'avec les nouveaux smartphones, les iPhones, il y a certains pure players du journalisme, hein, des chaînes de télé qui se sont lancées 100% digital dès le départ, ce qui n'était pas notre cas, qui sont forcément en avance sur l'usage de ces outils numériques.
et qui fonctionnent différemment. Hein, c'est-à-dire que pour faire un reportage, aujourd'hui, vous pouvez envoyer une équipe avec une personne qui va écrire le reportage, qui va le présenter, une personne qui va capter l'image, une personne qui va capter le son, et puis ensuite l'équipe fait le montage et l'envoie à la rédaction. On constate qu'aujourd'hui, avec le numérique, justement, pour certains cas, et je précise justement pour certains cas, hein, pas dans tous les cas de figure, eh bien, on peut envoyer une personne qui va être capable de préparer son reportage, de se filmer, de capter le son, l'image, de faire le montage, et ensuite d'envoyer ça à la rédaction. Donc ça, c'est une transformation qui est profonde, c'est une mutation forte du métier de journalisme, et ça, les RH n'ont pas les réponses à ça. Ce n'est pas à nous, RH, de dire, voilà, cet impact, cette digitalisation-là, elle va dans telle direction, et donc il faut faire telle action, telle formation, etc. Donc la démarche de GPEC, la vertu de cette démarche, c'est que typiquement pour ces métiers-là identifiés, on va associer les opérationnels, les managers, évidemment les élus, pour échanger de manière prospective sur c'est quoi finalement l'état de l'art de ces transformations que l'on subit, quelles sont les compétences qu'il va falloir développer, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui, comment on pourrait, quel est le bon niveau de numérisation, de digitalisation du métier dont on est en train de parler pour nous, et vers quoi veut-on aller. Et en faisant des ateliers avec justement ces personnes-là, les sachants, les RH apportent une méthode déjà, et ils apportent tout l'encadrement qui permet de faire accoucher justement des plans d'action très concrets qui se traduisent souvent par de la formation pour accompagner les métiers et pour garantir que les gens qui exercent ces métiers, qui sont en transformation et qui sont souvent inquiets de voir la transformation de ces métiers-là, soient bien accompagnés, soient préparés à l'avenir. Parce qu'on a une dernière catégorie de métiers qui sont les métiers sensibles, on dit ça pudiquement, mais les métiers sensibles, c'est les métiers sur lesquels malheureusement les compétences sont devenues obsolètes. Et dans l'audiovisuel, on en a malheureusement. Et donc la réponse à cela, ça peut être parfois des plans, malheureusement, mais on essaie de tout faire avec cette démarche pour anticiper justement ces transformations et faire en sorte que les gens soient accompagnés par des reconversions, par de la formation récurrente, régulière, justement, pour maintenir à flot, maintenir à niveau leurs compétences. Voilà un petit peu pour la démarche de GPEC que je voulais partager avec vous pour vous donner un cadre. Évidemment, les services RH sont aussi à la manœuvre pour faire, alors j'aime pas le terme acculturation, mais plutôt de la sensibilisation sur tout ce qui est toutes les grandes tendances qui sont liées au digital. On travaille aussi beaucoup sur les modes de travail transverses, collaboratifs, inspirés des pure players du digital, inspirés par exemple des startups qui sont souvent 100% digitales pour faire bouger ce qui est crucial pour nous, c'est-à-dire les pratiques managériales. Et puis pour conclure, juste vous donner un dernier exemple très concret de la digitalisation de certains processus. RH, cette fois-ci, jusqu'en 2017, je crois, on faisait nos entretiens annuels au format papier. Okay, et puis, on a mis en place un nouvel outil, un nouvel SIRH, et désormais, on fait l'ensemble de ce process-là dans un outil. Donc, on a digitalisé le process. Voilà, et bien ça, c'est un exemple de digitalisation de la fonction RH, hein, où on prend notre part de digital, qui nécessite un accompagnement très fort des équipes, parce qu'aujourd'hui, en 2021, non seulement on fait l'entretien annuel en digital, mais en plus, on le fait en virtuel, à distance. Alors, si tu veux bien, bref, on va en reparler justement donc, avec Margot. Et donc, alors, n'hésitez pas, public qui nous écoutez là, si vous avez des questions pour Brice et puis nos autres intervenants, je vais les prendre. Donc, au fur et à mesure, il y a quand même, je voudrais reformuler quelques mots que tu as dit, que je trouve avec une démarche qui est extrêmement intéressante parce que d'une manière générale, la transformation digitale, on l'aborde d'un point de vue outil. Souvent, d'ailleurs, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais nous, quelle place on prend en termes de RH ?» même si elle est évidente. Et donc, je voudrais pointer en tant que transformation digitale égale modification de la chaîne de valeur, égale modification, en fait, de l'offre que nous avons, nous, adressée Canal+, hein, si je prends tes mots. Et puis, égale transformation des processus métiers et donc de la réponse que l'on va adresser. Et vous avez choisi, ce que je trouve extrêmement pertinent, de le travailler sous l'angle de la compétence et donc d'accompagner effectivement la clarification et la définition de cette compétence en y intégrant la stratégie et les différents niveaux à atteindre. Voilà, si je reformule.
Donc, très, très, très intéressant. Et alors, justement, je voudrais faire rebondir Bérangère. Donc, Bérangère, est-ce que tu peux nous parler un peu donc de l'impact justement que tu as expérimenté, vécu en termes de Oui, métier? oui, complètement. Bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je suis en charge d'une équipe de formation, la Canal Academy. Et notre mission, c'est de concevoir, de réaliser et d'animer des dispositifs de formation. Et en 2007, quand je suis arrivée, en fait, où j'ai pris cette équipe, c'était une équipe qui était dédiée aux forces de vente réseau et présentiel, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la formation en présentiel sur les forces de vente réseau. Et puis, voilà, les priorités ont changé. Ma mission à moi, elle était d'ouvrir le périmètre, donc de passer non plus sur le réseau, mais toujours un peu sur le réseau, mais vraiment en donnant une priorité au centre d'appel, et de développer, d'initier la formation digitale qui n'existait pas. Donc, nous, on a eu 3 niveaux d'impact. On a eu d'abord les métiers. On est passé de formateur, animateur, concepteur présentiel à ce qui c'était, parce que c'est exactement ce que tu disais, Bénédicte. On n'a pas effacé ce qui était, mais en plus, on leur a demandé d'être aussi concepteurs, réalisateurs digitaux. Et puis, ça a eu un impact aussi sur le périmètre. D'un coup, on leur dit, il y a le réseau, c'est vrai, mais il y a tous les centres d'appel qu'il va falloir adresser. Et puis, il y a aussi un impact humain, c'est-à-dire là, ça va être déjà, moi, j'étais nouvelle pour eux, ils étaient nouveaux pour moi. Et puis, il y a l'aspect, comment chacun, tu l'as évoqué, comment reçoit cette transformation, va en prendre possession et comment ça va résonner chez chacun. Et ça, on le découvre au fur et à mesure, en fait, si j'ose dire. Donc, du coup, c'est là qu'on a travaillé, en fait, avec justement quelqu'un de l'équipe de Brice pour faire un plan de développement, un plan de formation qui était autour de 3 axes. D'abord, on a souhaité vraiment cette acculturation parce que nous, en fait, cette équipe, en termes digital, c'était l'inconnu, en fait, on ne savait pas du tout. Là, on est vraiment parti sur, on a parlé vocabulaire, quoi. Qu'est-ce qu'un SCOM, une LMS, est-ce que vous connaissez un MOOC? Enfin, on est revenu à quelque chose et on a parlé des métiers. C'est quoi les métiers du digital learning pour nous spécifiquement? Et l'idée, là, c'était vraiment de démystifier aussi. De dire, ouais, on ne sait pas ce que c'est qu'un MOOC, mais c'est pas grave, on va le savoir, puis ça ira mieux. Et puis de développer aussi la confiance et la légitimité de chacun, se dire, en fait, si, tu peux y aller, en fait. Tu peux y aller et il n'y a pas besoin et de parler de base commune. Ça, c'était le premier axe. Et le deuxième axe, là, on est plus plongé vraiment dans le cœur de métier du digital learning, du digital manager, c'est-à-dire avec vraiment là, comment je vais gérer un projet digital, comment je vais envisager l'expérience apprenante, comment je vais essayer de mettre un peu de jeu, comment je vais produire des vidéos. Enfin, voilà, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus… parce que l'idée, c'était quand même que l'équipe soit autonome. Nous, on a des contenus sur mesure. Donc, il faut absolument… L'idée, c'était vraiment aller vers l'autonomie. Pas en 2 semaines, hein, ça, c'est sûr. Mais c'était quand même bien l'idée. Et le dernier point, c'était aussi tous les métiers, c'est-à-dire que il y avait les formateurs, mais il y avait aussi 2 autres personnes qui étaient des personnes qui géraient plus administrativement peut-être la formation, mais qui ont dû faire un 360 en animation, administration de plateforme et qui ont pris en charge toute la partie reporting. Et ça, c'est des transformations à 360. Donc, l'idée, on savait bien avec l'équipe de Brice que c'était pas ça qui allait transformer complètement l'équipe, mais au moins, ça a été vraiment un moyen de rentrer dedans, d'officialiser le changement. C'était important qu'on puisse tous en parler, qu'on puisse se dire, oui, c'est là, c'est comme ça, de quoi on se parle, et il faut y aller. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que ce plan, il a été mis en place avec les équipes de Brice, et après, on l'a étalé sur 8 mois environ. Et ça s'est pas fait juste facilement. Il y a eu plein de hauts, de bas, de prises de conscience. Et chacun avançait chaque membre de l'équipe a avancé à son rythme aussi. C'est ça aussi. Vous savez pas comment vont avancer les gens, mais tous se sont développés. Donc, c'est ça l'objectif. Et du coup, ça veut dire qu'il faut être capable de voir après aussi chacun où il en est pour peut-être lui
cette personne, elle a besoin d'un peu plus de cadre parce qu'elle est perdue dans tout ce changement. Et puis, peut-être que cette personne-là, faut la laisser parce qu'elle a besoin de créer, machin. Et peut-être cette personne-là, elle a besoin juste d'être rassurée qu'elle peut y aller. Enfin, voilà, c'est ça qui est plutôt, voilà, qui fait qu'on avance, bon, ça va après. D'accord. Voilà, c'est notre expérience, quoi. Ok. Et donc, on est vraiment parti de rien au départ. Ok. Et donc là, vous avez du coup digitalisé l'ensemble du processus, enfin, du dispositif de formation, c'est ça? Alors, on n'a pas, nous, le digital, ça va être une modalité. En fait, comment ça se passe? Souvent, on a des formations, typiquement pour les centres d'appel, on va avoir une formation initiale en présentiel que nous, on a écrite, qu'on a formé les partenaires à effectuer ces formations. Et puis, donc, on a une formation présentielle et initiale. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des parcours de formation continue. Et c'est là qu'on va proposer des ateliers en présentiel qui pourront faire, mais de 1 heure, 1h30, 2 heures, parce que les conseillers clientèle, il faut les sortir de production. Et c'est là, en formation continue, qu'on va aussi proposer tout un catalogue de dispositifs e-learning. Plutôt digital, parce que e-learning, ça va être une des modalités, mais digital. Et on fait même aussi du distanciel. Maintenant, ça, c'est l'effet Covid. On a fait un mix de présentiel et en digital pour s'adapter. Et donc, on propose des cursus sur notre formation, sur notre plateforme. Et ça, c'est pareil. La plateforme, on n'en a pas parlé, mais les outils, c'est vrai que ça va passer par les hommes, mais les outils, il faut trouver des outils qui vous correspondent et qui sont adaptés à vos besoins. Ça a été aussi un gros point parce qu'une fois que vous dites, OK, j'ai une plateforme, et puis maintenant, il faut que je mette du contenu dessus. Le choix de la plateforme, il est difficile. Enfin, en tout cas, moi, chaque fois que j'en parle autour, c'est pas évident. Et d'ailleurs, on a eu une première plateforme et on en a changé parce que elle ne correspondait pas. Mais moi, cette expérience, elle nous a permis de savoir pour la 12e ce qu'on avait envie. Et là, on a trouvé un partenaire qui nous ressemble, un partenaire qui nous épaule pour faire évoluer la plateforme. Mais ça, on en reparlera peut-être après. Ça fait partie aussi comment après on engage les gens dans le digital. Voilà. C'est ça, oui. Donc, du coup, dans les témoignages Brice et Bérangère, on a vraiment cet aspect de c'est pas parce qu'avant c'était comme ça qu'on peut forcément tout basculer déjà en termes de digitalisation. Ça, c'est le premier constat. Et puis, le deuxième constat, c'est que réfléchissons d'abord sur là où on veut aller, comment on veut y aller, avec quelles compétences, et donc, du coup, quel est notre cap. Et ça, c'est les ateliers collaboratifs dont tu parlais, Brice, et donc, du coup, que tu as aussi mis en place, Bérangère, pour arriver à cette dimension d'outils. Hein, donc voilà, encore une fois, j'aime redire, l'outil effectivement vient à la fin et bien sûr qu'il va s'adapter. Les dictes dans le chat. Pardon. Non, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que cette transformation, elle est possible. Elle a été possible d'abord parce que l'équipe s'est investie corps et âme et avait très envie, mais on s'est appuyé sur l'expertise qu'ils avaient. C'est vrai qu'on n'a pas enlevé ce qu'ils étaient. Et vraiment, ça, c'est important. C'est leur expertise de formateur qui ont permis, qui basculent aussi sur cet univers-là. Et une motivation, une envie de se développer, ça, c'est sûr. Ouais. Et puis, il y a un autre facteur clé de succès que tu n'évoques pas sans doute par modestie, mais c'est aussi l'accompagnement managérial. C'est-à-dire que vraiment, le travail que tu as fait avec ton équipe est colossal. Tu es effectivement reparti des compétences initiales, mais c'est une transformation profonde. Hein. Ça a été évoqué dans les commentaires par une personne qui disait évolution du métier RH associé, booster la valeur, etc. C'est exactement ce que tu as fait avec ton équipe, mais si tu n'avais pas été autant à la manœuvre et autant impliqué, tu n'aurais pas eu le résultat que tu as aujourd'hui avec ton équipe qui est 100% engagée et qui a développé vraiment des nouvelles compétences très digitales, justement, autour de l'usage des outils, du LMS, tout ce que vous avez fait sur la création de contenu sur le digital. Tout ça, c'est des nouvelles compétences, mais parce que tu étais là, quoi. Donc, il faut surtout pas le diser, quoi. Hein. L'importance de l'accompagnement managérial, il ne faut pas que le manager subisse, en fait. Hein. Il faut qu'il soit décideur au départ de cette transformation. Oui, c'est sûr.
Non, c'est sûr. En fait, c'est vrai qu'il faut qu'il soit guide et décideur au départ. Ouais. Et en même temps, il faut que l'équipe y aille aussi. Et là, on a tout eu. Enfin, et ce qui fait que maintenant, on voit qu'on a évolué parce que on est dans un rôle où là, au début, je décidais beaucoup, forcément. Ouais. Et là, l'équipe vient me faire, tiens, mais Angère, j'ai une idée, on pourrait faire ça comme ça. Dis donc, j'ai vu un nouvel outil, etc. Et là, c'est là que je vois qu'on a basculé, que on a vachement évolué, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, j'avais d'autres questions pour Bérangère, notamment sur le formidable levier que ont les RH pour irriguer finalement, donc aussi à travers la formation. Mais du coup, j'aimerais quand même introduire Margot. Et avant qu'on rentre dans le détail de ce sujet, ben, tu connais bien Margot, ben voilà, cet aspect formation, etc. Est-ce que tu as des éléments pour alimenter nos échanges, peut-être? Dis-moi. Oui, tout à fait. Pardon. Vas-y. On t'entend. Merci. On t'entend. Juste, je voulais te faire réagir. Oui, effectivement, en parlant de formation, tout ce qui est... On n'entend pas Marc. Si, moi j'entends bien. Voilà. Si, oui. Margot, là, par contre, voilà, vas-y. D'accord. Vous m'entendez bien? C'est bon? Du coup, je suis désolée. Vous pouvez oui, c'est ça, c'est bien. Bah, en fait, je voulais juste te faire participer à l'échange et donc savoir quelles étaient tes réactions justement par rapport à cet aspect. Nous, RH, nous sommes effectivement ambassadeurs de la transformation de l'entreprise parce que on est un peu dans cette fonction non hiérarchique transverse de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Voilà, je voulais juste te faire réagir. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la fonction RH, en plus, a pris beaucoup d'importance ces dernières années. Elle est plus cantonnée à des tâches administratives et elle est vraiment transverse, vraiment avec une relation avec la direction, les salariés. Et c'est vrai que la formation prend une place vraiment importante dans le métier, avec le e-learning qui s'est énormément développé, les formations en présentiel, un petit peu moins en ce moment, donc beaucoup en distanciel aussi. Et toutes ces formes-là qui permettent au RH de développer toute cette culture digitale dans les différents services de l'entreprise, quels que soient les métiers, en fait. Alors, justement, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment le digital a modifié le travail des RH? Oui, tout à fait. La digitalisation, elle est déjà engagée dans les entreprises depuis plusieurs années. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire et la généralisation en fait du télétravail, ça a grandement accéléré les choses et les RH se sont vraiment retrouvés au cœur de l'organisation de l'entreprise et le déploiement en fait des outils digitaux a permis et permet encore aujourd'hui, puisque le télétravail perdure et va perdurer, d'organiser les relations entre les collaborateurs, les managers, avec le management à distance notamment. Et du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, il existe une multitude de logiciels professionnels qui vont permettre aujourd'hui de gérer la paye, de gérer les absences, de gérer des recrutements en ligne, du e-recrutement, les entretiens professionnels, comme ça a été évoqué, de gérer la génération de documents, la signature électronique, les formations, comme on en a parlé. Et du coup, tous ces logiciels, on peut aussi parler des logiciels qui permettent d'organiser des réunions à distance et qui font aujourd'hui partie intégrante en fait, de l'organisation des entreprises et qui ont permis de maintenir le lien et les réunions à distance pendant la crise sanitaire. Tous ces outils donc, permettent un gain de temps et d'efficacité pour les RH avec une diminution des tâches répétitives et administratives qui sont souvent chronophages. Je parle des tâches de saisie notamment et qui vont en fait permettre au RH
de consacrer plus de temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour les collaborateurs, comme la formation, la qualité de vie au travail, la gestion des carrières. Voilà. Et tous ces outils ont permis d'assurer pendant la crise la continuité de la gestion des collaborateurs à distance et vont être nécessaires en fait dans un contexte de développement du télétravail dans les mois et les années qui viennent. D'accord. Et donc, chez vous, en fait, donc vous avez fait un baromètre RH et donc vous allez travailler effectivement à mettre en place des nouvelles solutions sur notamment le droit social et donc du coup la digitalisation de cette partie pour les RH. Est-ce que tu peux nous en parler, Margot? Oui, tout à fait. Le baromètre RH, en fait, c'est une enquête qui a été réalisée et qui est réalisée chaque année par les éditions Tissot et Payfit et qui a réuni en 2021 les témoignages de 825 professionnels des RH, avec bien sûr cette année un contexte assez particulier lié à la crise sanitaire, avec les RH qui ont été au cœur de la gestion de crise en entreprise, protocole sanitaire, activité partielle, télétravail. Ça a été vraiment une année forte pour les RH. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est malgré le fait que ce qui motive aujourd'hui les RH à exercer ce métier et qui est la dimension humaine et sociale de la fonction, en réalité, on voit que le chiffre 69% des RH déclarent consacrer au moins la moitié de leur temps de travail à des tâches administratives, donc au détriment de tâches à plus forte valeur ajoutée pour les salariés, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on voit que malgré les outils qui se mettent en place aujourd'hui, on a encore beaucoup de RH qui sont dans cette démarche de consacrer énormément de temps à l'administratif. Et un deuxième chiffre qui pouvait ressortir, c'était le fait que les principales difficultés rencontrées par les RH au quotidien, c'est le fait que 60% des RH se déclarer manquer de temps et de ressources. Donc, c'est un constat qui est similaire cette année aux années précédentes. Et c'est des choses qui reviennent après le manque de temps et de ressources. On avait les difficultés à suivre les évolutions réglementaires qui arrivent en seconde place et le fait que le métier en fait se complexifie d'année en année. Donc voilà. Oui. Et on avait posé une question intéressante aussi pour rester sur ce baromètre. C'était la question de savoir si un bon génie pouvait exaucer 3 vœux pour les services RH, quels seraient-ils? Et on voit à travers les réponses que la priorité pour la majorité des RH, ce serait de pouvoir garantir la conformité des décisions et des écrits qui sont prises tous les jours au sein du service. Et ensuite viennent en deuxième et troisième position le suivi des évolutions réglementaires qui sont amenées à changer énormément, surtout, d'autant plus avec la crise sanitaire, ça a été vraiment quelque chose d'important et de compliqué à suivre pour certains professionnels. Et voilà, donc au regard de ces chiffres et de ces réponses, on voit que le digital apparaît aujourd'hui comme une solution pour libérer du temps aux professionnels RH et pour les amener à se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et comment donc? Eh bien, par l'adoption d'outils, je vais parler rapidement des éditions Tissot. Du coup, nous, notre cœur de métier, c'est le droit social. Et donc, depuis plus de 40 ans, on propose des contenus pour rendre le droit social clair et compréhensible pour les professionnels RH, également pour les CSE et les experts comptables, en fournissant du coup des informations juridiques qui sont fiables et actualisées en permanence pour tenir compte de ces évolutions continues dans cette matière. Et pour accompagner les professionnels et répondre à leurs besoins, c'est vrai que le digital s'est avéré indispensable. On avait au début des documentations papier. Depuis le début des années 2000, toutes ces documentations sont disponibles et actualisées en ligne. Et depuis quelques années, depuis 2014, on a développé, nous aussi, nos solutions digitales pour accompagner les professionnels, et notamment le logiciel BDES Online,
qui permet de gérer sa base de données économiques et sociales en ligne de manière simple et facilitée. Et depuis 2019, avec Lumio, qui est un assistant virtuel qui va permettre d'accompagner les professionnels RH et de sécuriser toutes leurs démarches en fait en droit du travail, de l'embauche au départ du salarié. Ça peut être pour conclure un CDD, gérer une procédure d'inaptitude, répondre à une demande de télétravail, voilà, tout ce qui peut intervenir dans la vie d'un salarié ou d'une entreprise. On se développe aussi sur les accords et tout ce qui concerne le CSE. Voilà. Et pour répondre à toutes ces situations, cet assistant Lumio va poser des questions et l'assistant RH va répondre aux questions. Et du coup, Lumio va prendre en compte la situation des salariés de l'entreprise pour apporter des réponses adaptées à cette situation et vraiment accompagner au mieux les professionnels. Voilà. D'accord. Si, alors, merci Margot. Alors, le sujet est très, très vague, enfin très, très large. 1 heure, c'est tellement court. On a parlé donc de la transformation digitale qui s'infuse en fait et qui se diffuse, on va dire, du top-down jusqu'au bottom-up, voilà, dans l'entreprise. On a parlé du rôle RH sur l'accompagnement des métiers, en termes de processus, en termes de digitalisation et de montée en compétences, en tout cas des personnes sur le digital. Et puis, on a aussi parlé donc, de la digitalisation des services RH, qui peut être recrutement, qui peut être formation, qui peut être gestion des talents, et puis aussi ses propres métiers pour faciliter aussi la vie du RH. Alors, on a des petites questions, donc je vais prendre la main sur cette question, notamment sur eh bien, la démarche d'engagement et de sensibilisation. Il y avait une question sur comment intégrer véritablement la démarche digitale dans le mindset du top management. Et on va aussi parler, je suppose, du coup, du manager. Est-ce qu'on a des idées là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, en ce qui concerne la transformation digitale profonde, le management, pour moi, est déjà, le top management est déjà embarqué. En fait, c'est une condition sine qua non. On n'a pas eu tellement à les convaincre. Hein. Enfin, quand on voit ce qui se passe dans l'environnement, si on avait eu des top managers qui étaient réticents par rapport à la transformation digitale, je pense qu'on n'aurait pas avancé autant, en fait. Hein. Je cherche des exemples, en fait, où il aurait fallu, effectivement, sensibiliser, convaincre. On a des réticences. On peut avoir des réticences, par exemple, sur certains usages, certains outils. Vous évoquiez tout à l'heure avec le télétravail, l'avènement, tous les outils collaboratifs. Nous, on utilise Teams, par exemple, hein, pas pour faire de la pub, hein, mais tous ces outils-là. En fait, c'est plus une prise en main, un accompagnement à la prise en main de ces outils-là, parce qu'on va avoir tendance à utiliser 10% des fonctionnalités, plus qu'une réelle résistance par rapport à ces sujets-là. Donc, on va travailler là-dessus. On va avoir des résistances après, mais on n'est pas vraiment sur le sujet du digital par rapport au télétravail. Nous, on en a connu. On a négocié un accord hyper progressiste qui va très loin, mais qui a été le fruit d'efforts, pour le coup, vraiment de force de conviction, notamment auprès du top management. Et en mettant en avant justement la possibilité d'avoir des outils digitaux qui permettent de travailler et de fonctionner différemment. Et on a aussi beaucoup accompagné les managers dès le premier confinement sur le management à l'heure du confinement, c'est-à-dire le management à distance. C'est vrai que là-dessus, il y a eu des résistances. De toute façon, on était obligé d'être en confinement, d'être à distance, mais il y a plein de managers qui avaient besoin de changer de mindset pour le coup, parce qu'ils se disaient, mais en fait, si je ne vois pas mes équipes, je ne sais pas ce qu'elles font, et donc je ne sais pas comment contrôler ce qu'elles font, quoi. Alors même que quand les équipes sont en staff à côté, je ne suis pas derrière chaque personne pour vérifier s'il est en train de bosser ou s'il est en train de faire ses courses sur Amazon. Hein. Ça change pas. Donc, l'accompagnement, il s'est fait vraiment, en tout cas sur le top management, sur cette dimension-là. Une dimension managériale, plus liée à la perte de quelque chose. Hein. Je n'ai plus mes équipes
qu'il y a une vraie résistance par rapport à un sujet qui serait digital ou. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait beaucoup de sensibilisation aussi. Hein. Excuse-moi, juste, je vous parlais, on fait des semaines de conférences, par exemple, on va aborder les dimensions numériques, l'impact numérique de nos métiers. On fait partie du groupe Vivendi, donc on fait venir nos cousins, filiales, cousines, Avast, Dailymotion, pour qu'ils nous montrent comment eux, sur des métiers identiques aux nôtres, ils travaillent différemment. Voilà, mais ça, c'est de la sensibilisation. C'est vraiment de l'information. C'est ça. Et puis, je dirais, pour rebondir, que il y a aussi, c'est ce dont je citais tout à l'heure, par exemple, j'ai accompagné un organisme de sécurité sociale, et donc au démarrage, on a démarré par un séminaire avec le CODIR pour définir c'est quoi la transformation digitale pour nous. Donc, ça peut être, nous voulons améliorer le service client, nous voulons faciliter la vie de nos collaborateurs. Voilà, donc ça, ce sont effectivement déjà le cap et la façon de rendre tangibles les actions dans le quotidien. Et puis ensuite, il y a le côté des dramatisations. Par exemple, cet organisme avait lancé en fait un forum ouvert dans lequel donc il y avait donc des conférences, des stands pour apprendre la digitalisation au concret, et puis laisser ouvrir aussi l'ensemble des questions aux managers et aux collaborateurs de manière à ce que ils puissent aussi être ambassadeurs de ce qu'est la digitalisation. En tout cas, pour moi, il y a une question de rendre concret. Bérangère ? Oui, non, il y a rendre concret, et en général aussi quand ça fait sens, quand vraiment, là pour les managers, quand l'outil fait sens et qu'il est vraiment utile, il y a quelque chose qui se met en place naturellement. Nous, on fonctionnait à distance, mais j'avais déjà la moitié de l'équipe qui était la moitié en province, la moitié, donc, mais ça a accéléré. Et d'un point de vue, je veux dire, plus métier, en fait, on ne va pas imposer les outils. C'est l'outil aussi, c'est l'utilité qu'on va lui donner et le sens qui fait qu'il y aura aussi son appropriation petit à petit, quoi. C'est nous, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, quoi. Si un outil, il faut forcer sans arrêt, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être pas adapté. Nous, on s'est planté sur un outil, on a fait le choix d'un outil et finalement, il n'était pas adapté à nos besoins et ça cognait toujours un peu, quoi. Donc, on a changé. Ouais. Et je voudrais réagir aussi là-dessus par rapport aux différents outils et aux promesses qui sont faites par les différents outils. Moi, j'ai une conviction qui n'engage que moi, qui est personnelle, qui est qu'aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, on n'y est pas prêt. On n'est pas prêt, les résultats ne sont pas bons. Et quel que soit le process, hein, on nous vend, je suis sans arrêt, moi, sollicité pour le recrutement, pour la gestion des compétences, etc. De ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas, cette digitalisation des process, pour moi, elle n'est pas au niveau. On a toujours besoin d'humains, voilà, pour travailler là-dessus. Et nous, pour vous donner un exemple, on a testé un outil de gestion des compétences, de mobilité interne, qui était censé, qui nous promettait des matchs incroyables sur des profils et des offres dans l'entreprise. Clairement, ça n'a pas fonctionné, quoi. Ça n'a pas fonctionné, j'en étais pas content, on s'est arrêté parce que la promesse n'était pas tenue. Voilà. Et je renvoie ça du coup à la gestion de carrière et aux équipes qui font de la gestion de carrière et dont c'est le métier et qui ne peuvent pas aujourd'hui être dématérialisées. Il y a une partie des choses qui peuvent être dématérialisées. En revanche, faire de la gestion de carrière, aujourd'hui, moi, pas avec un outil en tout cas. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une question de maturité aussi qui doit être embarquée dans un dispositif de transformation digitale. Si on en est où aujourd'hui, on veut aller où et c'est quoi les jalons qu'on veut atteindre? Tout à fait. Alors, je ne donne pas le nom d'outil, je vois qu'il y a quelqu'un. Je ne donne pas le nom d'outil parce que, en fait, ça n'a pas fonctionné chez nous, mais c'est peut-être aussi un sujet d'orga. C'est peut-être une question de maturité d'outils. Et moi, quand on s'est séparés, j'ai dit à la CEO, en fait, nous, on n'est pas Danone, quoi. On n'est pas Total. Peut-être que dans des grosses boîtes comme ça, avec des dizaines de milliers de collaborateurs, ça marche super bien, votre truc. Mais chez nous, en tout cas, ça ne marche pas. Donc voilà, je ne sais pas chez qui vous êtes, Élodie, mais peut-être que pour vous, c'est un bon outil. Mais en tout cas, pas pour nous. Très bien. Sébastien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont été captées.
J'ai pas tout regardé. Non, effectivement, il y a eu beaucoup de retours, ou en tout cas de personnes qui répondaient à ce que vous disiez, mais enfin, j'ai pas noté d'autres questions importantes. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas, ce sera l'une des dernières, parce que le temps file, le temps passe très très vite, et du coup, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à la poser via le chat. Et donc, je voudrais juste préciser, Sébastien, je voudrais juste préciser aussi que la notion de temps, en tout cas, c'est vrai que la notion de temps est hyper importante parce qu'on va demander à des équipes de se transformer sur beaucoup de choses et que le temps est quand même important et qu'on ne peut pas transformer en 2 semaines, en 3 semaines, et que du coup, cette dimension-là, des fois, il faut aller vite, mais il y a des étapes, on est obligé de passer, il y a des courbes, en fait, il y a des étapes, voilà. Donc, je trouve que le temps, dans toutes ces transformations, et voilà, il faut en faire notre allié, il faut pas le mettre de côté en disant on n'a pas le temps, voilà, Oui. Le prendre en compte. Tout à fait d'accord. Ça, c'est humain, voilà. Merci Bérangère. Il y a 2 petites questions qui sont arrivées. Alors déjà, oui, sachez qu'il y a un replay. Le lien vous sera envoyé à la fin de cette présentation. Et il y avait une question d'Audrey qui demandait ça donne quoi la digitalisation des entretiens annuels? Parce que Brice… Ah oui. Alors, non, mais ça peut vous paraître anodin parce que peut-être que vous le faites déjà, mais historiquement, donc c'était fait papier. En France, depuis 2018, c'est fait dans un outil. Donc, chaque personne fait sa préparation. Je rappelle que pour moi, l'entretien annuel, c'est un acte managérial. C'est moi, le manager, qui suis à même d'évaluer la performance, la maîtrise de poste de mon équipe, donc, et de chacun de mes individus. Donc, le collaborateur, il prépare de son côté, le manager prépare de son côté, et ensuite, on se rejoint pour un entretien physique, en virtuel, mais où on échange. Et si ça peut vous paraître anodin, sachez que nous, cette année, en tout cas, on l'a déployé partout dans le monde dans nos équipes, et il y a encore des pays dans lesquels cet entretien a été fait au format papier. Et donc, l'enjeu, c'est quand même d'avoir ensuite, au niveau du groupe, toutes les informations qui sont contenues dans l'entretien annuel. On a notamment tout un pavé qui est sur l'appréciation du bien-être des collaborateurs et des collaboratrices pour pouvoir ensuite proposer des plans d'action. Il y a une dimension locale, managériale, c'est-à-dire j'évalue le poste et la performance de mon équipe au titre individuel, mais ensuite, nous, au niveau groupe, on récupère aussi les datas. On est sur une fonction RH qui est de plus en plus tournée vers la data, qui utilise de plus en plus la data. Et donc, la digitalisation de l'entretien annuel, ça permet ça. Ça permet d'avoir toutes ces infos, et notamment pour faire de la gestion de carrière, parce qu'on récupère la note de maîtrise de poste, la maîtrise des compétences transverses, la maîtrise des compétences métiers, à proprement parler. Donc, ça sert à ça. Et avant, ce n'était pas possible quand c'était format papier, parce qu'il aurait fallu retaper tout dans Excel. Vous savez ce que c'est, et voilà. Et on passe plus de temps à faire ça que vraiment à utiliser la data pour la traiter et faire des plans d'action. Ok, on a dépassé le temps. C'est un sujet qui est, comme le disait Bénédicte, très très large. Il y a énormément de choses qui peuvent être dites. Du coup, déjà, je voudrais vous remercier tous les 4 pour la qualité de cette intervention et pour tous les conseils que vous avez pu donner à l'ensemble des participants de ce webinaire. J'aimerais également du coup, vous proposer, en tout cas, vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le mois prochain. Et ce prochain webinaire aura pour thème le contrat social pour les entreprises en date de 2021. Donc, ça aura lieu le 17 juin à 11h. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien directement dans le chat pour que vous puissiez vous y inscrire. Et puis, en tout cas, j'espère que vous avez passé une très belle heure avec nous et que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à écouter ces super intervenants. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.